Je vais appeler Audrey Gassian et Xavier Rochefort à me rejoindre et on lance la dernière vidéo qui introduit cette quatrième table ronde. C'est un quartier où on s'y sent bien. Je pense que quand on a goûté un petit peu à la vie du quartier des Terre-Neuve, on l'apprécie d'autant plus. Il y a vraiment une mixité d'habitants, jeunes, enfants, mixité sociale de personnes qui créent une bonne dynamique. Alors Chapiteau est tout simplement une plateforme culturelle d'échange et de partage, je dirais entre différents publics autour de pratiques culturelles et pluridisciplinaires. Il y a cette collaboration avec les habitants qui sont aussi force de projet. Donc c'est un lieu de vie, c'est un lieu effervescent qui bouge constamment, perpétuellement. Alors, le Stade d'Urqué, c'est un des lieux de vie du quartier où en fait on peut s'y retrouver autour d'une pratique commune qui est le sport. Les habitants des Terre-Neuve vivants, mais c'est aussi les habitants des autres quartiers avoisinants qui s'y retrouvent et qui font que du coup il y a du lien social qui se fait dans cet espace-là. Et là vraiment on a vraiment des anciens habitants, des nouveaux habitants qui se rencontrent et des dynamiques qui naissent pour faire vivre le quartier et favoriser le lien social. L'idée de faire des repas partagés a toujours été très présente. Il y a toujours eu beaucoup d'auberges espagnoles. Et là encore, ça permet à tout le monde de sortir de la maison. C'est intergénérationnel. On a donc des personnes âgées, des plus jeunes, mais on a aussi des élus qui viennent manger avec nous. Donc du coup, ça permet à tout le monde de se côtoyer, de se parler simplement, de s'aborder simplement. Moi, ce qui me plaît sur Bègles, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un esprit très familial sur Bègles. Il y a vraiment une synergie qui fait que tout le monde a envie de travailler ensemble. L'esprit familial plus cette synergie, je trouve que c'est extrêmement positif et du coup ça rend le quartier extrêmement agréable. Alors, notre troisième table ronde, on aborde les questions de tranquillité publique, de sécurité, d'importance de la prévention et de la médiation des conflits. Audrey Gassian, quand on a préparé cette intervention, vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de la présence, de la proximité des différents acteurs et du fait que les habitants des quartiers populaires sont demandeurs d'une police aussi de proximité. C'est-à-dire, voilà, je vous laisse la parole sur ces sujets-là. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être juste pour dézoomer, Marseille, donc c'est 35 quartiers prioritaires de la ville, c'est 250 000 habitants qui habitent en quartier prioritaire et c'est 2,5 fois Paris. Donc en matière de superficie, on est sur une très grande ville et c'est vrai que cette question de proximité, je pense sûrement s'explique aussi pour ça. Alors sur la proximité, moi sur la police de proximité, j'avais et j'ai forcément des convictions personnelles et au début du mandat, je me suis dit peut-être que ces convictions, je les ai acquis par mon parcours politique et au final, je suis peut-être aussi dans un biais. Et en fait, ce qui a été très intéressant, c'est que, je vais citer juste 3 exemples de quartiers, de situations très concrètes, c'est que c'est les habitantes et habitants des quartiers populaires qui m'ont dit, en fait, on a besoin de cette proximité, on a besoin de plus de police, mais au final de mieux de police. Alors, premier exemple, un exemple le lendemain d'un assassinat où il y a eu plusieurs victimes, en l'occurrence dans le quartier Le Castellas, où on est allé à plusieurs élus et où on a rencontré le collectif des familles des victimes, puisqu'à Marseille, il s'est constitué un collectif de familles des victimes donc de ces assassinats liés au narcotrafic international. Et ce collectif nous a dit, c'est vraiment le collectif qui est venu et qui a dit d'ailleurs à la presse, nous on veut de la police de proximité, on veut connaître les policiers, on veut pouvoir leur parler, on veut restaurer ce lien de confiance. Et là, on va avoir sûrement de la police qui va venir, mais elle va repartir. Et au final, ça sera un effet, une espèce d'effet éclair qui ne portera pas ses fruits dans le temps, qui va faire que oui, on va avoir des policiers, mais ces policiers ne vont pas rester dans notre quartier et au final, ça ne changera pas les choses.
Un deuxième exemple, dans un autre quartier de Marseille, Calisté, qui est une copro dégradée, où on avait de très grosses problématiques de squat, puisqu'on avait des squatteurs qui essayaient de pénétrer des appartements de locataires titrés. Et où là, les personnes nous disaient, à un moment donné, on a eu des personnes qui ont même dormi dehors, tellement ces agressions de squatteurs pouvaient être violentes et leur faisaient peur. Et ils nous ont dit, nous on appelle le 17, mais le 17 ne vient jamais. Et parce que le premier réflexe, c'était de dire, mais est-ce que vous appelez la police? Parce que là, nous, ville de Marseille, notre police municipale ne pourra pas faire grand-chose sur cette situation-là. En tout cas, on n'y arrive pas. Et il nous disait, mais oui, on appelle la police, et la police ne vient pas. Alors, ça a été, malgré tout, la situation a été tellement compliquée que ça a forcément déclenché une action de l'État et on a repris la situation en main sur cette copropriété. Mais quand même, ça dénote que lorsque les habitantes et habitants appellent les forces de l'ordre, elles ne viennent pas. Et ça, clairement, dans le lien de relation-confiance qu'on veut restaurer, forcément, on perd d'office ce lien-là, puisqu'il ne se fait pas et il n'y a pas de déplacement des policiers. Troisième exemple que je voulais citer, c'est la cité de la Paternelle. Je reviendrai après sur la question de proximité. C'est une cité dont je suis le bailleur social, puisque je suis présidente du bailleur social de la ville. Et c'est une cité qui est au centre justement de ce narcotrafic, puisqu'il y avait 3 points de deal très importants. Je n'ai pas le temps de revenir de pourquoi cette cité, la Paternelle, est devenue comme ça au centre de ce narcotrafic, mais en gros, c'est à cause du Covid. Ils ont été les seuls à avoir, en l'occurrence, de la drogue, et ils étaient à proximité d'une autoroute. Donc, ça s'est énormément développé. Le trafic s'est énormément développé. Et donc, on y a eu des actions assez coup de poing, pour le coup, de Darmanin sur cette cité, la Paternelle, puisqu'il y a eu l'envoi de la CRS 8. Et en fait, la CRS 8, elle restait jusqu'à 18h. Donc, à partir de 18h, les CRS s'en allaient, ce qui... En matière de réseau, c'était quand même assez compliqué, parce que la journée, on va dire que les réseaux étaient beaucoup plus calmes, évidemment, que le soir. Donc l'effet était amoindri. Et surtout, ce que nous ont dit, pareil, les habitantes et habitants, et en l'occurrence les locataires de Marseille Habitat, c'est que en fait, la CRS 8 contrôlait surtout les pneus lisses des voitures qui rentraient dans la cité. Et s'arrêter à ça. Donc en fait, c'était presque une gêne pour les habitants de dire vos pneus, ils sont pas. Il faudrait peut-être les changer. Et en les arrêtant à l'entrée, en contrôlant les papiers, et on disait on nous envoie les CRS pour contrôler l'état de nos pneus. Là, il y a un truc qui va pas du tout en fait. Et ça, ces 3 exemples, je les ai vraiment gardés en tête parce que ça montre que quand on veut remettre, et il faut remettre des forces de l'ordre, parce que la sécurité, c'est une sécurité pour tous et toutes. C'est aussi une sécurité pour ces habitantes et habitants des quartiers populaires. Pour remettre ces forces de l'ordre, il faut cette présence et il faut un lien et il faut une adaptation aussi. Alors aux horaires, puisque en effet les CRS en journée qui s'en vont à 18h, c'est moins utile. Quand les fusillades commencent à 20h et durent toute la nuit, c'est un peu moins utile. Et du coup, on a besoin de ce dialogue aussi avec les habitants parce que clairement, ils nous demandent plus de police. Je voulais aussi, sur ce lien de confiance, aller sur le retour des services publics dans nos quartiers populaires, parce que c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Parce que souvent, on a des quartiers populaires où il n'y a plus de services, où il n'y avait plus de bureaux municipaux de proximité. Et là, on est en train d'en réouvrir, alors ça prend du temps. Donc on a aussi une solution qui est une solution, on va dire, plus agile, de mairie mobile. Donc on est en train de développer une mairie mobile pour aller justement dans les quartiers nord où il n'y avait plus de bureaux de proximité et rapprocher comme ça les services de la ville auprès des populations. Autre chose aussi, toujours dans les bureaux de proximité, alors toujours cette cité de la Paternelle sur laquelle j'ai eu une attention toute particulière, vous vous en doutez. On a réouvert un bureau de proximité qui avait été fermé sous les mandatures précédentes, qui existait mais qui avait été fermé. Et pareil, lorsqu'on a réouvert ce bureau de proximité, je me souviens que la personne, la salariée de Marseille Habitat que nous avions positionnée sur ce bureau, la première fois où je l'ai vue, elle était en larmes. Elle me dit « mais vous m'envoyez à la Paternelle, vous vous rendez pas compte ?» Et donc, ce qui pose une question en matière de responsabilité. On réouvre un bureau de proximité, mais le bureau, bien sûr, avant l'ouverture, est incendié. Bien sûr, voilà, on a des problématiques pour l'ouvrir. Mais on a voulu quand même persister. Alors, elle n'était pas toute seule. On a fait d'abord un binôme. Et en fait, quelques mois après, elle m'a dit « mais en fait, je ne veux plus quitter la Paternelle, ça y est ». Parce que les locataires l'avaient complètement adoptée et au final, avaient cette relation de proximité avec elle en disant « ça y est, on s'occupe de nous ». Et ce sentiment d'abandon qu'il y avait eu très fort dans ce quartier comme dans d'autres avait, alors pas complètement disparu, on ne peut pas dire ça, mais en tout cas c'était amoindri et ils avaient un contact.
ils avaient quelqu'un à qui parler et qui aussi entendait leurs problématiques, qui étaient des fois des problématiques évidemment du quotidien très, très basiques, hein, puisque là on est sur le bureau de proximité d'hommes bailleurs. Mais je trouve que de réinstaller des bureaux de proximité pour les bailleurs dans les quartiers, c'est excessivement important. Ce n'est pas forcément ce que font tous les bailleurs, hein, puisque là, ça doit être une démarche très proactive et en l'occurrence qui, je pense, est très politique. Hein, la façon dont on positionne des bureaux de proximité dans le parc social, ça a évidemment beaucoup de sens. Ça pose bien sûr la question sur laquelle aussi je suis très attachée, les copros dégradés, où là, en effet, on ne peut pas faire jouer le bailleur et il va falloir aussi avoir une attention parce que je crois que les copros dégradés, et Philippe Rio en a un peu parlé avant, mais je trouve que ça a été vraiment quelque part dans l'angle mort de l'histoire de nos quartiers pendant trop longtemps et qu'on se rend compte, et à Marseille aussi, à quel point on est sur des sites qui ont été délaissés. Mais c'est juste voilà parce que je sais qu'en plus on est pressé par le temps, mais cette logique-là de proximité, alors bien sûr de médiation, mais mon voisin en parlera sûrement mieux que moi, de police de proximité, de lien aussi avec des services publics et des services à la population, c'est, je pense, absolument essentiel pour... alors nous, à Marseille, on dit qu'on a un défi majeur qui est de recoudre la ville, je le crois. Je crois que c'est vraiment tout l'enjeu de ce mandat et sûrement même des années à venir qui nous dépassent très largement. Mais c'est ce lien et cette relation aux habitantes et habitants et aussi sortir de ce sentiment d'abandon et d'être relégué. Alors on dit aussi dans l'appel de Lyon que les habitantes et habitants des quartiers populaires sont les enfants de la République et je crois que c'est en recréant ce lien-là qu'on en fait vraiment des enfants de la République et qu'on les réintègre dans ce bien commun. Merci beaucoup. Je donne la parole à Xavier Rochefort. Là aussi, en échangeant, vous disiez la médiation, il faut la penser comme un investissement et pas un coût. Et voilà, je vous lance là-dessus parce que c'était vraiment très fort dans vos propos. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci au réseau Ville et Banlieue de donner la parole à la médiation sociale, aux acteurs de la prévention. Je ne suis pas le seul, bien évidemment, mais en tout cas, c'est important de le dire à un moment où ce n'est pas forcément évident de parler de médiation sociale parce que la demande de nos concitoyens est plutôt en lien avec un droit à la sécurité forcément légitime, mais je pense que la sécurité, ça passe aussi par la prévention et par le renforcement des moyens de prévention sur les territoires, à condition qu'on se réinvente aussi sur nos activités de prévention et de médiation. Avant de parler de cette question d'investissement, de coûts, on s'était dit en préparant la table ronde de parler de choses qu'on n'aurait pas encore réussi ou bon. Et moi finalement quand je vois le titre de la table ronde, je me dis qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore réussi. C'est d'inscrire la médiation sociale dans sa diversité d'activités aujourd'hui, ce qu'elle est réellement aujourd'hui. Il ne faut pas réduire la médiation sociale aux enjeux de tranquillité et de sécurité publique en France. La médiation sociale aujourd'hui est un métier qui est reconnu par une norme. Elle n'est pas encore reconnue par la loi. Elle le sera bientôt, j'y reviendrai. Elle est reconnue par une norme, AFNOR, qu'on a construite avec les différents réseaux de médiation sociale en France, avec les élus, avec les bailleurs, dont les PIMS qui sont autour de la table aujourd'hui. Cette norme métier permet vraiment d'inscrire la médiation sociale dans ce qu'elle produit sur les territoires dans beaucoup de domaines d'intervention et de champs d'intervention. La cohésion sociale, on est un métier du lien social. La définition de la médiation sociale en France aujourd'hui, c'est un processus de création, de recréation du lien entre des populations et des institutions, par l'entremise d'un tiers, le médiateur social, qui intervient dans un cadre déontologique, impartialité, neutralité bienveillante, indépendance, et qui est là pour réguler les conflits de la vie quotidienne. Voilà ce qu'est aujourd'hui la médiation sociale en France, telle qu'elle est reconnue par cette norme. Donc on intervient dans des champs larges de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Moi, ça me déplaît pas, ce terme vivre ensemble. Bien sûr, dans la prévention de l'indélinquance et dans les questions de tranquillité publique. Mais c'est une finalité, effectivement, par nos actions au plus près des habitants tous les jours, en matière d'insertion sociale et professionnelle, de contribution à l'insertion sociale et professionnelle des publics, notamment jeunes,
en matière de sensibilisation d'habitants sur leur logement, sur des problématiques d'hygiène, sur des problématiques de jet d'encombrant par les fenêtres, sur des problématiques de tri, sur des problématiques... Enfin, on agit vraiment sur tous ces enjeux-là de gestion de conflits. On intervient beaucoup en matière de gestion de conflits dans les logements. Par toutes ces actions-là, on contribue quelque part à la tranquillité publique, bien évidemment, mais ne réduisons pas, ce serait une erreur, la médiation sociale à ce simple enjeu de tranquillité publique. Comme ne réduisons pas, et c'est là encore on a du job à faire, je l'entendais tout à l'heure dans le discours de Madame la Ministre, alors c'est bien qu'on en parle de médiation, très bien, mais par contre, cessons de dire médiateur, adulte relais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, la médiation sociale, c'est un métier. Moi, je suis directeur d'une structure de médiation à Lyon. Tous les médiateurs sociaux que l'on embauche, je les embauche en signant un contrat. Ils signent tous les mêmes contrats. J'ai 3 médiateurs qui sont embauchés également avec une convention adulte relais, qui est un support juridique qui me permet de bénéficier d'aide au contrat de l'État, parce que je recrute une personne qui a plus de 26 ans, qui habite un territoire prioritaire et qui est inscrite au chômage. Mais il ne faut pas réduire la médiation sociale à une politique de contrat aidé et une politique d'adulte relais, surtout que quand on dit un adulte relais, c'est un médiateur. Non, un adulte relais à 22 000 €, ce n'est pas un médiateur. Un adulte relais aujourd'hui en France, ça coûte entre 40 et 45 000 €. Donc qui on va chercher? Eh ben, on va chercher ceux qui sont derrière, et vous tous, les élus des collectivités territoriales, les maires principalement, parce que c'est quand même beaucoup les maires qui sont à l'initiative de mise en place de dispositifs de médiation sociale. On travaille beaucoup en lien avec aujourd'hui avec le ministère de la Ville, avec la secrétaire d'État, qui nous écoute beaucoup, je tiens à le dire. Le ministère de la Ville a beaucoup soutenu, et le réseau France Médiation est là depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, est là pour structurer, professionnaliser le secteur de la médiation sociale en France. Et c'est le mandat qu'on a reçu aussi du ministère de la Cohésion des Territoires, du ministère de la Ville, qui nous soutient beaucoup en l'espèce. Et la ministre Sabrina Agresti-Roubache a cette volonté de renforcer cette professionnalisation de la médiation sociale. On a préparé le CIV en ce sens avec elle, tous les réseaux associés. Donc, c'est vraiment essentiel aujourd'hui de sortir de ces idées reçues-là. Investissement, alors oui, c'est-à-dire que le fait qu'on ait beaucoup travaillé sur cette dynamique de structuration, on a beaucoup travaillé aussi sur la dynamique d'évaluation et de montrer quels sont les impacts de la médiation sociale. On a prouvé par un certain nombre d'études les impacts sur les questions de dégradation de la civilité, de baisse des conflits. Il y a des études là-dessus et de coûts évités aussi. Alors, parce que voilà, les financeurs de la médiation sociale, outre les collectivités territoriales, outre l'État, c'est beaucoup les bailleurs sociaux. Moi, les bailleurs sociaux sur la métropole de Lyon, ils mettent chaque année 600 000 € sur la médiation sociale. Donc on doit aussi leur amener des impacts sur cette question de diminution du coût des dégradations dans leur bâtiment. Alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais oui, pardon, c'est... Donc, simplement, aujourd'hui, on mesure, c'est un vrai investissement. Il ne faut pas le regarder uniquement sur ce que ça coûte, même si ça a un coût, mais c'est un vrai investissement pour l'avenir. Alors, je vous donne la parole sur vous avez dit beaucoup de choses tout à fait passionnantes, mais sur cette médiation sociale, sur ce que vous disiez aux délégations, sur mieux de police, ce que demandent les habitants des quartiers, et cette idée aussi de la présence de bureaux de proximité, bailleurs, voilà. Peut-être d'avoir vos réflexions, vos actions, comment vous entendez cela, comment vous agissez chez vous. Alors, qui souhaite réagir ? Je vous en prie. Gilles Leprousse, maire d'Allonne. Non, plus sérieusement, sur la thématique, parce que je crois qu'on est toutes et tous confrontés à difficulter une pression des habitants qui ont le sentiment,
enfin qu'on nous traduit en termes de sentiments, qu'on ne s'occupe pas d'eux, ils se sentent abandonnés. Sur Alon, maintenant il y a 6 ans je crois, 5-6 ans, oui. On a mis en place une médiation la nuit avec Médiaction. Donc on a 2 médiateurs qui interviennent le soir de 19h à 1h30 du matin. On l'a fait parce que, alors peut-être j'avais ça en tête mais je ne l'ai pas dit, et ça, par rapport à ce que disait Audrey. Les questions de sécurité publique, pour ce qui concerne nous à Alon, on considère que c'est la compétence de la police nationale. Parce que si on ne clarifie pas d'entrée qui doit faire quoi, entre le bailleur, les médiateurs, les services de la ville, la police municipale, la police nationale, c'est le chantier et les gens s'y retrouvent plus. Et ça renforce y compris le sentiment d'insécurité et d'abandon. Donc Icopo s'était rendu compte que comme les services publics, de manière générale, sont fermés à 18h, dans la grande majorité, quels qu'ils soient, locaux ou nationaux, il y avait beaucoup d'appels au 17 pour du bruit ou de la présence dans le hall d'escalier ou dans l'espace public, un barbecue parfois qui se prolongeait. J'arrête là pour pas être trop long. Et donc nous on a considéré à Alon, ça c'était pas de compétence police nationale. C'était plutôt, fallait qu'on trouve une réponse pour faire de la médiation, pour essayer de faire entendre que les choses se passent le mieux possible entre les habitants du coin et celles et ceux qui ont des besoins. Moi je comprends que j'ai toujours vécu en collectif, que tu peux avoir le droit de faire du barbecue, tu peux pas le faire sur ton balcon parce que tu te fais engueuler par le bailleur et qu'il faut bien trouver un endroit pour le faire. Alors ça pose y compris peut-être la question pour les villes. On a commencé à l'expérimenter, ça se passe plutôt bien, d'installer des barbecues à disposition des habitants, y compris entretenus tous les samedis matins et les dimanches matins, parce que c'est surtout le week-end, il y a une forte concentration. Et donc on a fait médiation, et on a accompagné avec un autre engagement, c'est que nous on a considéré d'entrée que la question de la tranquillité, c'était pas uniquement une question d'experts, via le CLSPD, le CSPD, enfin j'en passe, c'est les meilleurs qu'il faut faire d'ailleurs, mais c'était avant tout la fin de la population. Et donc on a pris l'engagement par rapport à ça de réunir tous les 6 mois, de faire des réunions publiques sur la ville, alors la ville de 11 000, et on invite les gens à venir. On en a fait une la semaine dernière par exemple. Ça s'est hyper bien placé, y compris, je disais à Youssef, les gens nous ont applaudi à la fin. Sur une réunion de tranquillité, tu te fasses applaudir, tu te dis bon, on a commencé à marquer quelques points. Ce que veut pas dire, il n'y a pas des questions récurrentes, lourdes, les rodéos, les machins, les trucs. Mais on a ramené avec la médiation du lien social, on a ramené tout simplement de l'humain. Et je crois que c'est un des éléments déterminants. Alors moi j'étais salarié toute ma carrière professionnelle chez un bailleur social où il y avait des concierges à l'époque. Je dis concierges parce que c'était souvent des femmes. Les réorganisations ont fait, il y a plus, en gros, on n'a plus de présence humaine. J'enlève. Il y a moins de présence humaine régulière des bailleurs sur le territoire. Parfois, qui disaient quand tu faisais le con, moi j'étais dans j'ai grandi dans un quartier populaire, tu dis qu'est-ce que tu fais là? Tu fais le con avec ta mobilette, ton machin. Là, il n'y a plus personne là-dessus, il n'y a plus personne dans les quartiers pour ainsi dire de ce point de vue-là. Donc voilà, peut-être qu'on a réinventé. Et alors, dernier point, parce que j'étais trop long, le problème, une autre question, il faut qu'on soit très attentif. Faire de la médiation, c'est un vrai métier. Et que là, on a un vrai problème de formation et de statut et de salaire de personnes qui font un travail qui peut être passionnant. Je vois les médiateurs, ils sont passionnés de faire leur boulot, mais qui n'est pas sincèrement bien rémunéré par rapport à l'engagement que c'est. Voilà. Une expérience locale. Je peux juste par rapport... je vous en prie, Xavier. Parce que c'est intéressant ce que vous dites. Sur la clarification des... Oui, sur la clarification des compétences, c'est essentiel. Et sur l'inscription de la médiation sociale, la reconnaissance pleine et entière de la médiation sociale. Je pense que nous allons y arriver. D'ici la fin de l'année, j'ai bon espoir que la proposition de projet de loi qui est soutenue par le député de l'Hérault, Patrick Vignal, et qui est soutenue par environ 150 députés qui ont co-signé cette proposition de projet de loi, dont certains du Rhône, que je remercie, je ne sais pas, j'en ai vu tout à l'heure. Cette proposition de projet de loi permettra d'inscrire la médiation sociale dans le Code de l'action sociale et des familles et d'inscrire sa définition dans le Code de l'action sociale et des familles. C'est essentiel pour bâtir cette filière professionnelle. Aujourd'hui, vous n'avez pas de diplôme d'État, vous n'avez pas de métier. Nos médiateurs sociaux n'ont pas de reconnaissance. Les directeurs de structures de médiation sociale en France passent leur temps à faire du RH, à faire du recrutement. Moi, j'ai un turnover important sur les postes de médiateurs. On ne peut pas bâtir un projet professionnel en médiation sociale aujourd'hui en France. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de filière, il y a quelques diplômes. Il n'y a pas de diplôme d'État, il n'y a pas d'école. Enfin,
Le rapport parlementaire du député Vignal, il s'appelle « Remettre de l'humain sur les territoires ». Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Il a été remis en 2022 à Castex, au Premier ministre. Certaines de ces mesures sont en cours de discussion. La première mesure, c'est l'inscription dans la loi. C'est pérenniser 7000 postes de médiateurs sociaux en France. C'est 300 millions d'euros. C'est la création d'un observatoire qui est en cours. Je remercie aussi les services de l'ANCT avec l'agence avec laquelle on travaille beaucoup, qui nous aide beaucoup en la matière. Donc il y a la création d'un observatoire, parce qu'en France, on ne sait pas aujourd'hui. Voilà. Moi, je sais que France Médiation, c'est 80 opérateurs de médiation sociale en France. Beaucoup de villes, de plus en plus de villes, 30 à 35 villes qui adhèrent. C'est à peu près 3000 médiateurs sociaux. On évalue à peu près à 12 000 emplois de médiation sociale en France. Mais on n'a pas de vision très précise de ce qu'est aujourd'hui le visage de la médiation sociale en France. On ne sait pas quels sont les territoires carencés. Enfin, donc, il y a cette création d'un observatoire qui nous permettra d'avoir cette vision un peu plus fine. Et puis, il y a la question de la norme aussi. Demain, comment les acteurs de la médiation sociale se prévalent d'une norme métier. Enfin, quand on est éduc de Prèves aujourd'hui, c'est parce qu'on a un agrément du département pour 15 ans pour bosser sur la prévention spécialisée. Enfin, nous, il faudra qu'on rentre aussi dans cette dynamique-là. Donc oui, voilà, c'est essentiel. Enfin, ça doit passer par là. Il faut qu'on réussisse à faire reconnaître ce métier. Je sais que le groupe Renaissance a validé la proposition de projet de loi. C'est transpartisan. La proposition de projet de loi, elle est signée par des Renaissances, des socialistes, des écologistes, des LFI, pas de RN. Mais voilà, c'est un sujet transpartisan et qui nous permettra enfin de mieux payer, de mieux valoriser nos médiateurs sociaux. Effectivement, moi, je paye un médiateur social 1800 € brut pour l'envoyer bosser sur les quartiers les plus compliqués, avec ses difficultés à l'huile, pour aller travailler sur les difficultés de... Enfin, on ne tient plus, quoi. Donc, je donnais la parole à Audrey Gassion pour une conclusion un peu large, en reprenant cette idée de clarifier le qui fait quoi. C'est-à-dire que globalement, qui fait quoi entre la police nationale, entre les acteurs locaux, voilà, on sent aussi de la part des habitants une difficulté à savoir le qui fait quoi. Votre appel à une police, une mieux police de proximité, mais là où c'est un appel aux acteurs nationaux. Ce pousser ce travail de médiation, et puis ce que vous évoquiez sur le bailleur, alors là c'est vous le bailleur, mais comment justement c'est-à-dire cette importance pour le bailleur d'être sur le terrain. On parlait des gardiens moins importants, mais il y a des bailleurs qui font des choix d'avoir davantage de gardiens. Voilà, je voulais sur ces 3-4 éléments vous donner la parole pour une conclusion un peu large. Merci. Oui, revenir sur la répartition des compétences que disait Gilles Le Proust, c'est clairement très important, parce que évidemment qu'une commune et la ville ne va pas se substituer à la police nationale ou à des équipes de CRS, et qu'on n'en a non seulement pas les moyens, mais en plus ce n'est absolument pas notre compétence et on ne sait pas faire. Je crois, alors il y a plein de choses en matière de compétences qui sont assez illisibles dans le paysage politique, mais je crois, en tout cas, on a vraiment l'impression que sur Marseille, les Marseillaises et Marseillais ont bien identifié qu'on était sur une problématique qui dépassait très largement la ville, que souvent les têtes de pont de ces réseaux de narcotrafic, d'ailleurs, ne sont plus à Marseille depuis très longtemps, hein, ils sont ailleurs, ils sont à l'étranger. Et il y a, en tout cas, nous, dans les familles que l'on rencontre, il y a vraiment cette conscience, en tout cas cette prise de conscience qu'on est sur une problématique d'État, qu'on est sur une problématique de sécurité et de police nationale. Et c'est plutôt à l'État que les familles s'adressent. D'ailleurs, je sais qu'elles ont écrit directement au président de la République. On est sur, je crois, alors peut-être que l'ampleur malheureusement de la situation et le fait que depuis, par exemple, le 1er janvier 2023, enfin, je pense que vous le savez, mais 44 personnes sont mortes à Marseille dans le cadre de ces narcotrafics, j'ai peut-être déjà dit, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui nous terrifie, parce qu'on a comme ça des personnes qui
qui tombent alors à toute heure du jour et de la nuit maintenant, hein, qui sont dans tous les quartiers d'ailleurs aussi. Il n'y a pas de, il y a plus, en tout cas il y a plus de discrimination territoriale depuis longtemps, mais cette logique-là, en tout cas cette conscience-là, je trouve que oui, dans notre ville, elle est très claire. Alors il y a d'autres choses en matière de compétences qui sont absolument pas claires, hein, mais en tout cas, sur ce domaine-là, voilà, on a vraiment identifié, peut-être qu'aussi le fait que le président de la République, le ministre de l'Intérieur ait pris la parole aussi sur ces sujets a peut-être aidé, hein, à ce que ça soit assez clair. Mais on n'a pas trop ce problème. Nous, en tout cas, ce que nous disent maintenant les habitantes et habitants, c'est ça. On a bien compris que ça, c'est l'État, que vous disiez la même chose que nous, qu'il fallait avoir plus de police. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire à côté ? Et c'est plutôt là qu'on est attendu sur des choses aussi alors anecdotiques mais qui ne le sont pas, hein, que l'enlèvement des ordures par exemple, l'enlèvement d'encombrants, de voitures calcinées ou autres, de dire là il faut que vous concertiez, il faut qu'on ait quand même des quartiers où on arrive à vivre de façon plus correcte et plus agréable. Et sur le rôle des bailleurs, donc oui là c'est facile de m'être auto-convaincu de réinstaller des bureaux de proximité. Là c'était assez simple, cette discussion avec moi-même a été rapide, a été fructueuse et très rapide, mais parce que sur le parc, en l'occurrence on a un petit parc, on a un petit bailleur social Marseille Habitat, et on a un parc où il y a eu des bureaux de proximité, mais c'est vrai que les bureaux de proximité qui étaient ouverts étaient plutôt dans des quartiers qui n'en avaient pas vraiment besoin. Et moi, on est toujours en cours de réflexion de comment on réorganise ces bureaux de proximité et comment on réouvre ceux dont on a besoin. Et peut-être qu'il y en a certains qui sont vraiment, très près du siège social, et deux, vraiment dans des sites où il n'y a pas besoin de ce niveau-là de proximité, où on va avoir des personnes qui vont avoir des accès faciles à Internet et qui vont pas être dans des situations comme ça de rupture numérique ou autre, de fracture numérique. Donc c'était pas important de laisser des bureaux de proximité là où il n'y en avait pas besoin. Très clairement, il faut les fermer, et d'avoir une démarche proactive et volontariste de dire on a des personnes qui vont avoir des problématiques de transport aussi, puisqu'à Marseille il y a de très grosses problématiques de transport, notamment dans les quartiers nord, donc ils vont pas pouvoir se déplacer facilement, qui vont avoir beaucoup de mal et beaucoup de difficultés avec Internet, avec l'envoi de mails, tout ça, ça va être très compliqué, et du coup qui ne vont pas avoir de lien avec nous et qui vont être comme ça, pour le coup, très, très loin et très éloignés de leur bailleur. Et du coup, ça se matérialise par des courriers qu'ils reçoivent, des fois de relance. Eux, il faut qu'ils écrivent des courriers, mais qui vont avoir aussi des fois du mal à écrire, parce que la maîtrise du français n'est pas forcément toujours idéale, en tout cas pour écrire un courrier officiel. Donc tout devient très compliqué. Et l'idée, c'était de dire, on a des quartiers là comme ça qu'on a identifiés, qui sont éloignés des transports, qui sont des quartiers prioritaires, où nous aussi on a une attention toute particulière, parce qu'elles vont conjuguer beaucoup de problématiques. Et là, il faut qu'on rêve des bureaux de proximité. Alors ensuite, c'est comment convaincre les équipes, parce que c'est pas très attrayant, hein. On n'est pas sur des lieux qui sont... c'est pas forcément face à la mer, c'est pas forcément dans des beaux quartiers par définition, puisque on veut qu'on soit réouvrir dans des quartiers populaires. Au début, donc ça peut être compliqué, hein. On n'a pas que des gens très enthousiastes, mais je crois qu'il se passe des fois et cette chaleur humaine et ce rapport aussi, et cette reconnaissance immense qu'ont les locataires d'avoir quelqu'un qui enfin les écoute, qui enfin leur prête de l'attention et qui est là pour ça. Et au final, ça se passe plutôt bien, et les personnes, lorsque ça match, hein, lorsque toute cette alchimie prend, elles veulent vraiment rester. Et là, c'est l'exemple de cette personne, hein, qui est dans ce bureau et qui me dit, moi vraiment, je sens que je participe à améliorer le quotidien des gens, ce qui est aussi hyper gratifiant en matière professionnelle, et je sens toute l'utilité qu'on a d'être là, et ça fait une grande partie du travail. Et ensuite, bien sûr qu'il faudra continuer, parce qu'on a réouvert celui-là, mais il faudra en réouvrir d'autres, et on est en train de travailler aux autres lieux où on pourrait réaffirmer notre présence. Eh ben, merci beaucoup. Je peux dire un dernier mot. Un petit mot, je vous en prie, Xavier. Ouais, non, désolé, je ne peux pas partir sans vous parler de médiation à l'école, parce que l'école, c'est quand même un sujet majeur aujourd'hui. Sachez que nous portons un dispositif de médiation dans des établissements scolaires, 180 postes aujourd'hui en France dans des établissements scolaires, en lien avec les collectivités, encore une fois, les maires, les départements, les métros, qui a donné
qui donnent des résultats. On mesure les impacts, enfin je les ai sous les yeux, et sur des études qui ont été menées il n'y a pas très longtemps, et notamment par le laboratoire interdisciplinaire Sciences Po Paris, auprès de 12 000 élèves, baisse du harcèlement de 46% et de 90% sur le cyberharcèlement. Diminution, baisse de 31% des élèves de 6e ayant déjà séché les cours. Enfin, il y a des impacts qui sont mesurables. Et le problème, et c'est bien révélateur à la fois de nos succès et de nos difficultés, c'est qu'on n'arrive pas à pérenniser le modèle économique. Et on supprime des postes en médiation à l'école. Exemple, dans le 93, Seine-Saint-Denis. Heureusement, et grâce au soutien, encore une fois, du ministère, on a pu sauver 12 postes. Malheureusement, on vient d'en fermer 32, alors que les impacts sont mesurés. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, et on peut vous applaudir.